Bonsoir à toutes et à tous. Il est 22h07. On est lundi. Je suis quasiment à l'heure. Voilà. Je ne peux rien dire de plus. C'est le 23e épisode de Lucarne américaine. J'avoue que j'ai lancé le direct à 21h01 pour être précis. Donc voilà, ça progresse, ça avance. On avance, on avance. On est mieux qu'avant. Bonsoir à ceux qui sont présents dans le chat. Je vois Red, Dame Not Sorry, Romano, Nostromo et ma foi. Red qui nous dit le gouvernement démissionne au bout de 10 heures. Nico est à l'heure. Il se passe quoi? Je sais pas. C'est octobre. Octobre, ça change tout. C'est un mois où voilà, on a pris nos marques, tout change. Je dis ça, ça se trouve, le prochain Lucarne américaine commencera à 22h30. Mais bon, non. Normalement, c'est tout le temps à 21h, à 22h, pardon, le moment de faire le tour des Amériques pendant une heure et demie. 22h le lundi en direct, et sinon, hein, vous en avez l'habitude. Il y a des rediffs sur YouTube, sur les podcasts aussi, sur les différentes plateformes de podcasts. Pour la rediff de cette émission-là, je pense que ça ne sera pas avant mercredi, le temps de faire tout le reste. Donc voilà, vous n'aurez pas la rediff tout de suite sur les podcasts et sur YouTube, à mon avis, pas avant mercredi. Notez-le bien, et puis comme ça vous invite, si vous écoutez en replay, et si vous êtes disponible le lundi à 22h, bah, tout simplement à venir nous rejoindre et à participer à l'émission en direct. Le Tour des Amériques pendant une heure et demie. Ça veut dire qu'on va tout simplement se poser un petit peu aux quatre coins du continent, autour de deux grands axes. D'abord une partie news de la semaine. Qui va nous permettre, justement d'essayer de résumer, on va dire deux, trois news principales, hein, parce qu'on va pas non plus parler de tout dans le détail à ce moment-là. On va juste se poser sur quelques éléments qui sont importants, qu'il faut retenir. Cette semaine, il y en a un gros, il y a un très très gros sujet et qui va concerner la Coupe du Monde de 2026. On est en plus, on est en trêve internationale puisqu'on entre dans les phases finales pour certains des éliminatoires, pas tout à fait finales. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais on avance, on continue d'avancer dans les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026 et on va parler un petit peu de tout cela. On fera un petit point aussi sur l'autre Coupe du Monde, celle qui se déroule en ce moment au Chili. On le fera très rapide parce que je vous confesse que je n'ai pas vu beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde, donc je ne vais pas tirer trop de conclusions là-dessus. J'en profite pour saluer Phoenix Matt et Mastri. Premier message dans le chat qui viennent d'arriver. Mastri 1881, je me doute que tu dois supporter un certain club. Salut à Aldécool aussi qui vient d'arriver dans le chat. Donc première partie des news. Cette semaine, on aura un dossier qui va nous emmener au Brésil parce qu'il y a eu une information qui est tombée dans la semaine. Si vous suivez et si vous lisez Lucarne Opposée, vous l'avez vu. C'est tombé, je crois que je l'ai publié dimanche, c'est tombé en milieu de semaine dernière. Et un énorme merci à Phoenix qui renouvelle son Prime. Merci à toi, merci beaucoup pour le soutien. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous soutiennent, hein. C'est vraiment important et ça fait vraiment du bien. On n'est pas très loin, c'est ça le mot que je cherchais, des 1000 followers sur Twitch. On doit être à 998. Donc voilà, c'est une barre symbolique, hein. Ça changera pas, je le disais l'autre jour, ça changera pas notre vie, mais c'est une barre sympa d'arriver aux 4 chiffres. Donc on n'en est pas loin. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à suivre. C'est juste follower, c'est juste suivre. Et si vous le pouvez, ben faites comme Phoenix, merci à toi, et faites comme ceux qui ont pris un sub. Voilà, ça nous permet de nous soutenir et ça fait toujours plaisir d'avoir ce soutien. Bref, je le disais, le dossier cette semaine va s'intéresser au Brésil avec la news qui est tombée en milieu de semaine dernière et qui a été publiée sur Hello ce dimanche sur le changement de calendrier prévu pour 2026 et les quelques conséquences que cela peut avoir, notamment sur une tradition historique, sur une institution historique que sont les championnats d'État. Donc on en profitera tout simplement pour parler un petit peu de ces championnats d'État et de tout cela. Voilà, en gros le programme. Troisième partie, il y aura les Golasso Hello. Cette semaine, je me suis amusé, vous allez voir, on va raviver la Leagues Cup. Voilà, j'en dis pas plus. Ça, c'est pour tous ceux qui sont uniquement sur les versions vidéo de cette émission. Et puis voilà, Boca commence à gagner et c'est River qui est dans le trou. Oui, oui, oui. Bon, après, on sait comment ça marche, hein, il suffit pas. Mais oui, effectivement. Et River se met dans la sauce pour la table annuelle, pour la Libertadores, pour la Libertadores l'année prochaine, même si encore la Copa Argentina pour River pour aller chercher un billet pour la prochaine Libertadores. En cas de victoire en Copa Argentina, il serait tranquille, pourrait continuer à faire n'importe quoi en championnat. Bref, c'est pas le débat. Est-ce qu'il y aura de la grosse frappasse? Spoiler, oui, beaucoup. Beaucoup, Nostromo. Bref, on va y aller, on va démarrer. Vous êtes confortablement installés.
On était presque à l'heure. Non, elle y est pas, Red. Je sais que j'ai vu ton message. D'ailleurs, tu t'es trompé dans ton message sur Discord. Tu as mis que si elle y était, c'était un scandale. Du coup, j'ai voulu éviter le scandale. Elle n'y est pas. Je peux te spoiler ça direct. Bref, on y va. On va commencer, comme d'habitude, dans ces lucarnes américaines, par les news de la semaine. Et je le disais, pour les news de la semaine, on va commencer par parler de Coupe du Monde 2026. Alors, on va quand même aborder, avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse cette semaine, aborder les quelques dernières informations un petit peu joyeuses autour de cette Coupe du Monde. On sait qu'on, voilà, ça fait partie, c'est pas des news qui changent la vie, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment en train d'entrer dans ce processus de Coupe du Monde 2026. On a eu coup sur coup, hein, à quelques jours d'intervalle, la révélation de choses hyper essentielles, marketingment parlant, oui, je ne sais pas si marketingment c'est très français, mais bon, du point de vue marketing, c'est très important. D'abord, je ne le fais pas dans l'ordre, mais il y a eu donc le fameux ballon de cette Coupe du Monde qui reprend les 3 couleurs, hein, des 3 pays qui vont organiser, États-Unis, Mexique et Canada, et donc forcément, comme ils sont 3, le ballon s'appelle Trionda. Donc voilà, Keonda Way, ouais, exactement. C'est vrai que Trionda, ça fait très mexicain, mais bon, bref. 3 couleurs, voilà, le ballon, chacun en pense qu'il veut. Il y a des technologies embarquées avec des capteurs. Et tout pour le hors-jeu, pour plein de choses. Donc voilà, on va pas entrer dans le détail, mais je vous dis, c'est juste vraiment le côté, voilà, c'est vraiment le côté, avec ça, on sent qu'on entre véritablement dans cette Coupe du Monde 2026. Il y a eu ça, juste avant, il y avait eu la révélation, ça c'est pour les enfants notamment, mais ça reste du marketing, des fameuses mascottes, on en avait parlé, on en a parlé dans un live aussi. Il n'y a pas eu de surprise, hein, on a eu l'élan canadien, l'aigle américain, et la petite surprise, c'est le jaguar mexicain. Bon, ok, le jaguar mexicain. On en a déjà un petit peu parlé. Je trouve qu'il fait très brésilien, ce jaguar mexicain sur son fond vert. Je fais une parenthèse, je salue Stradri qui vient d'arriver dans le chat. Alors, si vous voulez les connaître un petit peu plus, l'élan canadien et gardien de but, voilà, tout simplement. Me demandez pas pourquoi, comment ils ont choisi les postes. Je, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Il y a un petit jeu de mots, il s'appelle Maple, voilà, un petit jeu de mots avec érable et tout, voilà, donc bref. L'élan et gardien de but, il s'appelle Maple. Le meneur de jeu de ce trio, il est américain, forcément, hein, puisque c'est eux qui dictent leurs lois, on va en parler dans un instant. Donc le meneur de jeu s'appelle Clutch, hein, parce que c'est lui qui fait basculer les matchs, forcément, et il est forcément américain, hein, dans ces cas-là. C'est un aigle, pas de surprise. Et donc, le dernier protagoniste s'appelle Zayu. Il est attaquant, il est buteur parce qu'il est mexicain et que les Mexicains sont des buteurs. C'est un jaguar, donc il va vite. Je vous laisse. Voilà. Est-ce que l'emoji Joël fait partie de la Coupe du Monde? Écoute, il n'y est pas. Notez que au niveau des emojis, c'est vrai qu'ils sont précisés, hein, sur ces visuels. Vous avez le magnifique emoji tacos, hein, pour le Mexique, notamment. Donc voilà, j'ai pas fait attention aux autres, on va les réafficher. Est-ce qu'on a on n'a pas l'emoji burger pour les États-Unis, par exemple? Voilà, c'est assez amusant. Est-ce qu'on a le sirop d'érable pour... Non, on a une console pour les Canadiens. Est-ce que c'est pour Alphonso Davies? Je ne sais pas. Bref, voilà. En tout cas, notez que le Mexicain a droit à son tacos, et voilà. Bref, les mascottes sont pas trop mal, je les trouve rigolotes. Oui, oui, franchement, elles sont réussies. Je pense qu'elles vont marcher auprès des enfants. De toute façon, c'est ce marché-là. Oui, oui, franchement, pour le coup, elles sont assez réussies, elles sont assez sympas, assez joyeuses, colorées et tout. Donc voilà, tout ça pour dire, bah voilà, ça fait partie des choses qui continuent de nous mettre dans l'ambiance pour 2026, de nous lancer tranquillement vers cette Coupe du Monde. Quand on a le ballon, quand on a les mascottes, bon, il reste plus que le tirage, hein, concrètement, et puis après, on y est véritablement. Donc il va rester les qualifiés avant. Et pour parler de tirage, justement, c'est la news un peu plus lourde de la semaine. On disait que Clutch, c'était l'américain parce que c'est lui qui dirigeait, hein. Eh bien, l'américain dirige, et l'américain est en train de mettre un sacré bazar de manière générale, puisque la news est tombée en fin de semaine dernière. Il a été rapporté, notamment par les médias iraniens au départ, et ça a été repris par la presse internationale. Je crois même que RMC a fait un papier là-dessus. Que le département d'État américain aurait refusé les demandes de visa de la délégation iranienne pour assister au tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu à Washington en décembre prochain. Selon le porte-parole de la fédération iranienne de football, Amir Mehdi Alaoui, le gouvernement américain n'a pas approuvé les visas pour que le président de la fédération, Mehdi Taj,
pour que l'entraîneur Amir Galenouey et pour que 7 autres membres de la délégation iranienne puissent se rendre, assister à ce tirage au sort qui aura lieu, je le rappelle, en décembre. Alors on sait que les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues. Elles ont été remises en question tout au long de l'année. Il y a eu toutes ces histoires américaines de délivrance de visas. On va en reparler dans un instant, qui sont imposées par la présidence et par le gouvernement de Donald Trump. Alors ça avait d'ailleurs alimenté quelques spéculations sur la possibilité ou non pour la délégation, pour l'équipe iranienne, qui, je le rappelle, est qualifiée pour la Coupe du Monde. Hein. S'ils vont au tirage, c'est parce qu'ils sont qualifiés. Ça avait posé, commencé à lancer des rumeurs comme quoi, finalement, les Iraniens ne seraient pas autorisés, les joueurs, ne seraient pas autorisés à fouler le sol américain, tout simplement. C'est des rumeurs totalement folles, mais on ne sait jamais finalement, parce que, vous savez, c'est à ça qu'on les reconnaît, ces gens-là. Et effectivement, cette information-là, comme quoi la délégation n'a même pas le droit d'assister, n'aurait pas le droit d'assister au tirage, commence à jeter un petit peu ce voile-là. Alors, forcément, ça a eu des questions là-dessus. Il y a eu ces questions qui sont posées. Il y a eu des réactions, notamment le président de la CONCACAF, Vincent Montagliani. Je rappelle que c'est la CONCACAF qui est, enfin lui, il est président de la CONCACAF, mais il est aussi président du comité d'organisation de cette Coupe du Monde entre 3 pays de la CONCACAF. Et lui, il a expliqué que non, il n'y aura pas de souci. Il ne craint pas que l'équipe nationale iranienne ne puisse pas jouer aux États-Unis malgré les restrictions imposées par le pays hôte concernant les déplacements de personnes venues d'Iran. Il ajoute même que, parce que c'est une question qui peut se poser, c'est-à-dire que ça peut aussi orienter le tirage au sort, cette histoire de visa. Est-ce que finalement, on finirait pas par dire que on va envoyer l'Iran au Mexique, tout simplement? Est-ce que l'Iran n'irait pas jouer tous ses matchs au Mexique? Ça alimente toutes ces rumeurs-là. Et Montagliani a déclaré que non, les stades seront déterminés par tirage au sort en décembre et qu'il n'y aura pas de considération géopolitique dans l'attribution, en gros, du groupe de l'Iran. Donc voilà. Et il ajoute, nous avons reçu l'assurance des 3 gouvernements que les équipes qui se qualifieront seront autorisées à venir et à participer. Alors, en début septembre, c'était donc il y a un mois avant cette annonce de la délégation iranienne, notre cher Gianni Infantino avait assuré aux membres de l'équipe nationale iranienne que la FIFA ferait tout son possible pour régler les problèmes liés au visa. Je rappelle que c'est ce même Gianni, je vais mettre la photo, attention à la vision les amis, je rappelle que ce cher Gianni nous a expliqué récemment que la FIFA n'avait pas à se mêler, ne pouvait pas résoudre les problèmes géopolitiques. Sauf que là, il va quand même se retrouver face à un sacré problème géopolitique si la délégation iranienne n'est vraiment pas autorisée à se poser à Washington. Il se dit que la fédération iranienne a justement l'intention de sommer la FIFA, de se remuer un petit peu et de faire pression justement sur les États-Unis. Voilà, on en est là. Décision bizarre sous couvert de géopolitique. Ouais, exactement. Donc voilà, j'ai pas compris ton message, Ito. J'ai pas compris ton message. Bonsoir à toi qui est dans le chat. J'ai pas compris ton message sur ça. Bref, on revient sur cette affaire-là. On va quand même rappeler que cette affaire, elle s'ajoute quand même dans un contexte un petit peu général et dans un voile un petit peu flou, un petit peu plus général. Il y a eu un follow que j'ai raté, c'est ça? J'ai pas fait attention. Non, j'ai pas vu passer de follow. J'ai pas vu passer le follow, Ito. La FIFA va exploser avec cette Coupe du Monde. On n'en sait rien, mais alors là, ça commence à devenir intéressant parce que Gianni qui nous explique que donc la FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques. Ça dépend de qui. Il y a ce problème avec le fameux pays en I, et il y a ce problème qui va se poser avec les visas. Il y a eu un follow, il ne s'affiche pas chez moi, donc je suis désolé pour la personne qui a follow. Merci à toi, mais je ne te vois pas. Je vois pas ton nom, donc désolé. Voilà, toutes mes excuses, je n'ai pas vu passer ton nom et je ne l'ai pas dans la liste. Bref, je reviens là-dessus. Donc, pour ce cher Gianni, il va falloir résoudre ces problèmes-là, d'autant qu'avec le souci du pays en I, s'ajoute le problème des visas. Des visas, vous le voyez pour la délégation, mais ça va se poser pour les supporters.
parce que l'Iran fait partie de 12 pays qui sont interdits de territoire aux États-Unis dans la délivrance de visas. Alors, il y a des pays qui ne sont pas forcément concernés, entre guillemets, par la Coupe du Monde. Je pense à l'Afghanistan, mais il y en a, ou Myanmar, ou l'Érythrée, ou le Yémen, mais il y en a pour qui ça peut se poser cette question. On pense par exemple, donc il y a l'Iran forcément, il y a Haïti qui peut tout à fait se qualifier, il y a la RDC qui peut tout à fait se qualifier, etc., etc. Il y en a d'autres. Donc cette question peut se poser. Et il y a déjà des rumeurs, parce qu'on sait que les relations entre les États-Unis et certains pays se sont méchamment tendues sous la présidence de Trump, notamment avec un pays majeur du football qui s'appelle le Brésil. Et cette tension entre les deux pays, je vous laisse aller voir, aller vous informer sur justement les taxes, les sanctions des États-Unis contre le Brésil, notamment, ont des conséquences parce qu'il y a aussi des bruits qui courent, comme quoi les supporters brésiliens, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis ces derniers mois, surtout aux alentours de juin-juillet, seraient interdits de territoire en 2026. Autrement dit, la sélection brésilienne n'aurait pas le droit d'avoir ses supporters, enfin en tout cas ses supporters exilés ne pourraient pas venir. Alors, pendant ce temps, on n'en sait rien, c'est une rumeur. Pendant ce temps-là, il y a ces problèmes de délivrance de visa exceptionnels qui normalement devraient être autorisés. Voilà, on va mettre les 3 points de suspension. Ce que l'on sait, entre guillemets, c'est que le département d'État a indiqué qu'il allait renforcer les effectifs. Ah, il y a eu un nouveau follower et on est passé à 1000, donc merci. Je n'ai pas les noms de ceux qui nous suivent. Est-ce que ça s'affiche? Ah si, bien vu, il y a un Valentin Rongier 28, il y a eu 5 minutes. Merci à toi, Valentin Rongier, t'as pas rêvé, Ito. Et Mirai Trumps qui arrive au meilleur des moments. Bien joué, bravo. Bienvenue. Bah voilà, on vient de passer les 1000 followers dans cette émission. Bah voilà, magnifique. Magnifique. Bref, pour en revenir à cette histoire, le département d'État américain a annoncé il y a quelque temps qu'il allait renforcer ses effectifs justement dans certaines ambassades et dans certains consulats américains pour répondre à la forte augmentation attendue des demandes de visa émanant des supporters désireux d'assister à la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Ils ont déclaré qu'ils allaient envoyer des agents consulaires supplémentaires dans certains pays pour répondre à cette demande, que je rappelle que les premiers billets ont été mis en vente pour la prochaine Coupe du Monde avec des prix absolument terribles. Mais bon, j'ai pas le visuel et c'est vrai que j'aurais pu en parler du prix, mais bon, c'est du prix en territoire américain, donc il n'y a pas de surprise, on va pas se mentir. Mais donc voilà, tout cela est très compliqué. Les supporters originaires de pays qui ne font pas partie du programme d'exemption de visa et qui ne sont pas titulaires d'un visa de tourisme ou d'affaires valide devront donc faire cette demande en mettant cette couche d'incertitude. Est-ce qu'il y aura des dérogations pendant la Coupe du Monde? Est-ce que ça va toucher les sélections, leurs supporters, 2, leur staff, voire leurs joueurs? On va voir comment ça va fonctionner. On rappelle qu'il y a aussi la Ice qui a sévi pendant la Gold Cup et la Copa América et qui a refroidi pas mal d'ardeur, qui continue de sévir. Ça risque d'être absolument compliqué. On va voir. Gianni et sa politique de dire on n'a pas le droit, on peut pas intervenir politiquement parlant, c'est pas de notre ressort, comme si ça ne l'avait jamais été, risque de se retrouver quand même face à des choses assez particulières à gérer et des conflits à gérer. Prochain élément de réponse, j'ai envie de dire, ça sera le tirage au sort. On verra justement si la délégation iranienne aura le droit d'assister à ce tirage au sort, si elle y est. On verra aussi comment ça va se gérer avec le fameux pays en I. Je sais pas trop si je peux le citer sur, sur Twitch et tout, donc on va y aller mollo. Voilà, parce que ça va avoir des conséquences aussi, ça peut avoir des conséquences, on en a déjà parlé. On se souvient qu'il y a eu une époque dans les années 60, dans les années 60, où ce pays est sorti de la zone asiatique puisque plus personne ne voulait l'affronter, tout le monde le boycottait et ça donnait des éliminatoires asiatiques qui n'avaient plus aucun sens. Et il est parti ensuite en zone Europe, c'est de là qu'il est arrivé en zone Europe. On rappelle, on en a parlé dans une émission précédente, qu'il y a même eu des rumeurs comme quoi il allait peut-être quitter l'UEFA pour aller peut-être en Amérique du Sud, ça n'avait aucun sens, mais voilà. Bref, tout ça pour
pour dire, c'est très compliqué. Il va y avoir, ça risque d'être la Coupe du Monde avec les implications politiques les plus grandes depuis ces dernières années. Aussi parce que le contexte international est très compliqué. Mais voilà, affaire à suivre. Est-ce que ça peut le faire jusqu'à l'ONU? Je ne pense pas. Je ne vois pas que l'ONU ne peut pas se mêler de. En fait, normalement, pour répondre à ta question, Red, indépendamment de ce que dit l'ami Gianni, il est bien gentil, mais c'est l'organisateur et c'est ce que dit Montaglio, c'est ce que dit le président de la CONCACAF et donc l'organisateur hein, de cette Coupe du Monde, Vincent Montagliani. C'est l'organisateur qui décide. Et l'organisateur, c'est la FIFA, tout simplement. Donc voilà. Le tirage au sort, c'est le 5 décembre à Washington. On verra ce qu'il en sera. Pendant ce temps-là, nous, on va quand même reparler un tout petit peu de football parce que je le disais, il y a des éliminatoires qui reprennent. Certains sont terminés, vous l'avez suivi avec nous. La CONMEBOL, c'est terminé. L'Amérique du Sud, c'est terminé. Donc, il y a des points très chauds en Afrique, des points très chauds en Asie, mais on est dans lucarne américaine. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie très chaude en CONCACAF, parce qu'on est dans le dernier tour. Dernier tour qui concerne 12 équipes, je le rappelle. Voici le programme de cette session d'octobre. Ça, ce sont les premiers matchs, les premiers matchs de la première partie de la session d'octobre qui auront lieu les 9 et 10 octobre. Chez nous, ça va plus être 10 et 11 avec le décalage horaire. La deuxième session, ça sera le 14. Je rappelle vous voyez les affiches, Nicaragua, Haïti, Honduras, Costa Rica qui va sentir la poudre dans tous les sens du terme parce que ça peut être très très chaud pour le Costa Rica en cas de défaite ou Honduras. Je vais vous montrer les classements dans un instant. Suriname, Guatemala, Bermude, Trinidad et Tobago, Curaçao, Jamaïque. Là aussi, c'est probablement, c'est très certainement même la première place du groupe qui commence à se jouer. Et Équateur, Salvador, Panama. Je rappelle que les 12 équipes sont réparties en 3 groupes. Je vais vous montrer les classements de ces 3 groupes. Je rappelle que dans ces classements, seul le premier se qualifie directement pour la prochaine Coupe du Monde et que 2 des 3 meilleurs deuxièmes, les 2 meilleurs deuxièmes en fait concrètement, se qualifieront pour le barrage intercontinental. Ce qui veut dire que, et vous le voyez, en cas de victoire par exemple du Honduras face au Costa Rica, on aurait un Honduras qui compterait tout simplement 5 points d'avance sur le Costa Rica avant la phase retour. Donc il y aurait un très très gros danger pour le Costa Rica. 1 par rapport à la première place, 2 par rapport au nombre de points pris et donc dans la possibilité d'être dans les 2 meilleurs seconds. Même problème pour Panama qui se rend au Salvador, qui va être en danger au Salvador. Ils n'ont, comme le dit Nostromo, plus le droit de lâcher le moindre point. Et vous le voyez aussi dans ce fameux groupe B, qui est le groupe des Caraïbes. Tout simplement, vous avez compris pourquoi le Curaçao-Jamaïque est un match qui va jouer la première place, avec une possibilité pour la Jamaïque en cas de victoire de commencer à sentir bon la qualification. Bref, on en sera loin puisqu'il restera 3 matchs derrière, les matchs retour. Mais vous le voyez, c'est extrêmement chaud, c'est extrêmement tendu. Peut-être qu'on fera un live parce que j'ai noté les horaires quelque part. J'ai noté les horaires. Les matchs ont lieu à 2h et 4h du matin pour les 2 premiers de la session. Je vais vous remettre le programme comme ça, vous verrez de quoi on parle. Nicaragua, Haïti et Honduras, Costa Rica sont dans la nuit à 2h et 4h du matin. Par contre, on a une session le 10 au soir qui peut nous permettre de voir plusieurs matchs. Le Suriname, Guatemala, Bermude, Trinidad et Tobago, peut-être qu'on évitera un petit peu, mais surtout le Curaçao, Jamaïque et le Salvador, Panama est à 3h du matin. Donc peut-être qu'on fera une session de live. Pourquoi on fera une session de live aussi? Ça voudra dire qu'on fera une session vendredi soir, le 10, c'est ça, c'est vendredi soir le 10, rassurez-moi. Pourquoi on fera une session de live? C'est le 10, je crois que c'est un vendredi. Bref, pourquoi on fera une session de live? Parce que ces matchs sont disponibles gratuitement et légalement sur la chaîne YouTube de la CONCACAF. Tous les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone CONCACAF sont à voir sur la chaîne YouTube de la CONCACAF, à moins qu'ils aient décidé de changer leur plan au dernier moment. Mais jusqu'ici, tous ces matchs-là, on les a vus. Une très belle session de live, donc oui, exactement, mon Salim. Bonsoir à toi. Tiens, il faut que je te contacte pour te demander un truc. Donc, gratuit, légal, sur YouTube, accessible à tous. J'ai pas la sensation que ça soit géobloqué dans certains pays.
J'ai pas testé, moi je vois que depuis la France. Si vous êtes depuis la France, on pourra vivre cette session ensemble. Je vous mets une dernière fois le classement de ces 3 groupes. Donc, pour l'instant, ceux qui font la course en tête sont Suriname, Jamaïque et Honduras. Et vous voyez à quel point pour Panama c'est compliqué, parce que si le Suriname s'impose et que le Salvador s'impose aussi, il va commencer à y avoir de sacrés écarts pour les Panaméens. Et victoire impérative, effectivement, aussi pour le Costa Rica. Ça va être passionnant. C'est le sprint final, hein. On est dans le dernier tour de qualification et c'est chaud partout, on le disait. C'est aussi très très chaud en Asie avec le dernier tour de qualif qui va démarrer, et c'est extrêmement chaud en Afrique parce que parce qu'on va commencer, on saura tout, hein. Je crois que c'est le verdict qui tombe sur cette session d'octobre. On saura qui sera directement qualifié et on connaîtra les seconds qui vont devoir, pour les meilleurs d'entre eux, se battre pour aller chercher une place en barrage intercontinental. Voilà pour la partie Coupe du Monde 2026. On avait commencé avec du sourire, après un peu de lourdeur, mais de toute façon, on va devoir s'y faire parce que ce voile politique va être forcément sur cette Coupe du Monde 2026. Probablement plus que jamais. On l'a eu des époques, hein, on a eu des Coupes du Monde. La Coupe du Monde de 78, il y avait un très très gros voile politique parce que c'était la dictature, mais avec pas forcément les implications que l'on attend là, même si certains joueurs, hein, n'étaient pas venus. Hein, Johan Cruyff n'était pas venu pour les Pays-Bas notamment. Mais attention quand même. Donc voilà, il va y avoir ces aspects-là. Et puis il y a ces aspects éliminatoires qui vont être absolument passionnants. Dernière news de la semaine. C'est une très bonne question, Noévé, je sais pas. On peut dire les deux ou pas? Il faut vraiment choisir? Je suis pas convaincu. Dernière news de la semaine, on va faire juste un petit point très rapide, parce que je le disais tout à l'heure, la Coupe du Monde du vin, j'ai malheureusement pas forcément le temps de vraiment voir les matchs, donc je vais pas m'arrêter trop là-dessus. Donc voilà, on va parler de la Coupe du Monde U20. Tu vois l'aspect passionnant quand à 48 équipes qualifiées, quand ce sera 64, ça sera encore mieux. Peut-être, peut-être. Après, ça dépendra, tu vois, c'est comme pour tout, Salim, ça dépendra du nombre de places. Parce que très honnêtement, le côté passionnant, on l'a en Amérique du Nord, on l'a en Asie, on l'a en Afrique, parce qu'il y a un petit peu plus de billets aussi. Le côté passionnement en Amérique du Sud, il a vite volé en éclats, hein. On l'a eu un tout petit peu parce qu'il y a eu le duel Venezuela-Bolivie, mais c'était le seul duel qui nous restait sur les dernières sessions. Donc voilà. Donc, mais pour les continents ou les confédérations plutôt plus que les continents qui gagnent plus de billets, la CONCACAF, l'Asie et l'Afrique, en espérant qu'à 64, si tant est un jour ça passe au 64, enfin si tant est qu'on soit à 64, voire à 128, hein, 128 j'y crois pas trop, mais voilà, 48 ou 64, ce qui sera intéressant, ce qui rendra les éliminatoires encore plus passionnants, c'est justement quand il y aura plus de place pour tout ce qui n'est ni européen, ni... oui, 2030, 64, c'est pour ça, ouais, ouais. Ça sera plus passionnant pour l'Afrique et l'Asie et la CONCACAF, même si je ne suis pas convaincu que la CONCACAF gagne beaucoup plus de billets, peut-être que ça restera sous ce format, je pense que ça sera plus pour l'Asie et pour l'Afrique, de manière générale. Bref, en tout cas, 48, on l'a déjà dit, ça a déjà été un débat, c'est de mon avis personnel, c'est pas une hérésie. Et comme on le dit à chaque fois sur les compétitions internationales, que ça soit les Coupes du Monde, les Euros ou je crois que c'est pareil pour la CAN, le problème, c'est pas le nombre d'équipes, le problème, c'est le format qui qualifie 3 des 4 équipes pour les 8e ou les 16e de finale. C'est un peu l'école des fans. Tu as gagné un match, tu es qualifié. Bref, en gros. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde U20. Vous avez vu la transition, elle est magnifique, puisqu'on a qualifié aussi en fonction des places pour les 8e de finale. Et donc, on a le tableau de ces 8e de finale de la Coupe du Monde U20. Vous les voyez, on aura un Chili, Mexique, Argentine, Nigeria, Ukraine, Espagne, Colombie, Afrique du Sud, États-Unis, Italie, Maroc, Corée du Sud, Paraguay, Norvège et Japon, France. Pas très facile comme tirage pour les Bleus, parce que le Japon, c'est très très fort dans ces catégories d'âge et ils l'ont montré dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va retenir, nous, en tant qu'Américains, façon de parler, puisqu'on est dans lucarne américaine, on va retenir que le Mexique et les États-Unis ont fait le travail. Dans des groupes, on l'avait dit, hein, le Mexique, les États-Unis avaient leur chance dans ce groupe-là. Et on allait voir justement essayer de les jauger face aux Bleus. Ça s'est passé plutôt bien face à une équipe de France qui est vraiment une équipe France B. Je vous renvoie vers l'émission de la semaine dernière
parce que pour beaucoup de nations, ce sont des équipes B. Donc, je vous renvoie vers cette émission-là pour revenir, si vous voulez voir toute cette présentation et tous ces aspects sur la Coupe du Monde U20. Ça s'est bien passé aussi pour le Mexique, hein, qui est sorti de ce groupe de la mort avec Maroc, Espagne et Brésil. Parce que la grande nouvelle dans cette histoire, c'est que le Brésil n'est pas sorti des groupes. Et le fait que le Brésil ne sorte pas des groupes, c'est tout simplement une première dans l'histoire des Coupes du Monde du vin. Jamais le Brésil avait été éliminé en phase de groupe. Et là, c'est le cas. Un Brésil plus que bis, forcément un peu éloigné de celui que l'on avait vu au Sud et qui a gagné le Sudamericano et qui est le seul d'Amérique du Sud à sauter, puisque vous voyez que l'Argentine, elle, a réalisé un sans faute, elle est passée, que la Colombie, qui est notre outsider principal, est passée, et que le Paraguay, lui aussi, est passé. Et on note aussi également, alors on va en parler dans un instant. Avant cela, ça a eu des conséquences, cette élimination du Brésil, forcément, puisque Ramon Menezes, lui, a été démis de ses fonctions à l'issue de cette compétition. Il pourra donc remercier l'ensemble des clubs de ne pas avoir libéré ses meilleurs joueurs. Il pourra remercier l'ensemble des clubs, et pas qu'européens, je le disais l'autre jour, aussi brésiliens, la Bisa Vasco, Cagardia Ryan, par exemple. Donc, voilà. Le problème des USA, c'est que leurs U20 sont meilleurs et mieux coachés que les seniors. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Tu crois que la France va tomber contre... Ah non, ça, vous êtes sur autre chose. Très bien. Donc, Ramon Menezes a été démis de ses fonctions. On rappelle que de toute façon, la sélection U20 brésilienne, la CBF n'en a pas trop, n'en a que trop peu cure, hein. Ils s'en fichent un petit peu, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la vitrine, c'est les A. Les jeunes sont voués à être formés pour être envoyés le plus rapidement possible en Europe. Et quand les jeunes brésiliens arrivent à faire des résultats, ben, on salue, on applaudit, on se lève. Donc voilà, le Brésil est donc éliminé dès la phase de groupe. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde U20. Ça n'était donc jamais arrivé. Et donc, je le disais, l'autre news intéressante, et pour moi, en cela, ils ont déjà réussi leur Coupe du Monde, c'est le Chili qui est en huitième de finale. Alors, c'est assez intéressant parce que le Chili n'a pas forcément brillé hein, dans sa phase de groupe, ils n'étaient pas dans un groupe de fous non plus, ils sont sortis de ce groupe-là, ils passent au nombre de cartons, je crois, devant l'Égypte, ou un truc comme ça. Il me semble que c'est au nombre de cartons devant l'Égypte, parce que j'ai vu la presse, et c'est justement ce dont je voulais parler, la presse chilienne est d'une violence inouïe, parce qu'elle n'est pas satisfaite hein, de ce Chili. Je vous mets un exemple que l'on peut trouver. Il y a des dizaines et des dizaines d'articles de ce style, voilà, sur Nicolas Cordova, qui a eu le malheur de dire que les résultats comptaient, hein, encore un, et que voilà, lui, avec lui, ils avançaient, donc forcément, ils sont tous allés regarder les statistiques. Ils ont vu qu'il avait un pourcentage de victoire, quels que soient ses clubs, qui ne dépassait que très rarement les 50%. Et donc voilà, ils sont en train de tous lui tomber dessus. Médias, anciens joueurs, coach actuel et ancien. Donc il se fait absolument massacrer. La presse, tout le monde massacre cette équipe chilienne et son sélectionneur. On comprendra du coup que ces gamins-là ont un petit peu du mal à absorber la pression parce que c'est absolument malsain ce qui se passe autour de la sélection chilienne. Les Chiliens, comme d'habitude, sont persuadés peut-être, je ne sais pas, qu'ils peuvent aller gagner la Coupe du Monde. Je ne sais pas, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Mais voilà, la comparaison avec Gareca est violente, ça tire à balles réelles, ça tire à balles très, très, très réelles. Et elles sont bien affûtées, elles sont bien précises, les balles. Non, non, ça frappe très, très fort. Donc, je rappelle quand même que Nico Cordova est le sélectionneur aussi par intérim des A. On disait l'autre jour dans la présentation de la Coupe du Monde du vin qu'il y avait aussi une possibilité pour que Cordova reste à la tête de la sélection parce qu'il y a aussi des éléments économiques qui entrent en jeu, c'est-à-dire que la fédération n'a pas forcément la thune pour aller chercher un nouveau coach l'année prochaine. Il sera annoncé l'année prochaine. Je crois qu'ils avaient annoncé d'ici mars. Donc, dans ce contexte-là, on a du mal à imaginer Cordova tenir, que ce soit avec les A, bah avec les U20 c'est quasiment sûr, parce qu'il y a peu de chances que le Chili aille vraiment très très loin. Donc voilà, ça va être très compliqué pour le Chili qui, de mon humble avis, a quand même réussi sa Coupe du Monde en étant déjà en huitième de finale. Ils ne sont clairement pas favoris face à cette équipe mexicaine-là. On n'est pas du tout dans les mêmes temps en termes de dynamique et tout. Donc voilà, à mon avis, ça va taper très fort. On a eu Ramon Menezes démis de ses fonctions avec le Brésil. Et pour cause, parce que ça passe pas les groupes. Attendez-vous à ce que Cordova soit démis de ses fonctions dès le prochain rendez-vous. Je rappelle que les U20, ça débute demain soir, le 7 au soir. Et puis voilà, hein, ça va s'étendre sur la semaine.
Sur la semaine, je rappelle que les matchs, parce que je le disais déjà l'autre jour, sont aussi à suivre gratuitement et légalement, si vous n'êtes pas abonné à l'équipe, gratuitement et légalement sur FIFA+, tout simplement. Donc là aussi, un autre moyen d'aller voir du football international de haut niveau. Je rappelle que c'est la compétition majeure des U20, n'en déplaise à tous les clubs qui retiennent les joueurs. C'est leur compétition majeure. Euh, donc, vous pouvez le voir gratuitement et légalement sans aller chercher quoi que ce soit. Ça promet pour le Chili, ça va trembler sévère. Bah, ça promet que on va repartir sur 10 années lamentables parce qu'on va tout casser à chaque fois. Donc, je dis pas que Cordova est l'homme de la situation pour pour le Chili. On n'en sait rien, on peut pas deviner par avance, mais il est avec les U20 et on lui met une pression incroyable. Il faut dire que donc, évidemment, il a eu des déclarations un petit peu maladroites par rapport à tout cela. Mais bon, voilà. Bref, quelle idée de faire un tournoi à cette période de l'année. Alors Stradri, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec la période de l'année. Je peux t'assurer que quelle que soit la période de l'année, les clubs n'auraient pas lâché les joueurs. Voilà. Le Sudamericano U20, c'était en janvier, personne n'a lâché les joueurs. Voilà. Il n'y a pas de période. Il n'y a jamais une seule bonne période. Ça serait en juin, ils n'auraient pas pu, il y avait la Coupe du Monde. Rappelle-toi la Gold Cup, il manquait la moitié des joueurs. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas du tout de période de l'année. Les compétitions U20 depuis plusieurs années, j'en ai parlé la semaine dernière, bah voilà, subissent la loi des clubs avec des joueurs qui jouent en A de plus en plus tôt. Je rappelle par exemple, pour prendre un exemple, Kendry Paes, le Strasbourgeois, le Strasbourgeois-Chelseaien, je ne sais pas comment on doit dire ça. Kendry Paes n'a pas fait les Coupes du Monde du 17 parce que il jouait déjà avec les A. On l'a mis du temps avant de le mettre même en U20. Bah, on l'a mis en U20 quand il jouait plus du tout, quand il faisait la tournée des popotes à Londres, qui faisait des photos sur Instagram de la cantine du centre d'entraînement de Chelsea. Il a fait le Sudamericano à court de rythme et on a vu ce que ça a donné. Mais il n'a pas joué la Coupe du Monde, il n'a pas joué les Sudamericanos et Coupe du Monde du U17 par exemple. En fin de saison, hors période Coupe du Monde, Eurocopa, il y a toujours eu des refus, mais moins, je pense. Je vais te dire très clairement, en fin de saison, Lamine Yamal, il ne serait pas allé. Les Jeux Olympiques, ils étaient hors tout. Je ne suis pas convaincu que tout le monde ait libéré les U23. Voilà, ça répond à ta question sur la durée. Bref, est-ce que tu penses que la fédération chilienne a sa part dans ce naufrage? Oui, après, c'est très compliqué. Oui et non. Oui, et oui, parce qu'elle fait des choix un peu désastreux sur les coachs. Oui, oui, je sais que c'est Yamal est chez les A à Stradri, mais on l'a dit la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière de tout cela. Mais voilà. En 2005, Messi était champion du monde. U20. En 2007, Di Maria et Agüero étaient champions du monde U20. Bref, c'est une autre époque. C'est voilà. Maintenant, les U20 jouent de plus en plus tôt avec les pros, avec les équipes A, qu'elles soient sélection ou club, qui ne les libèrent plus du tout. Et même quand ils ne jouent pas avec les sélections A, ou même quand ils ne jouent pas avec les clubs, les équipes A, des seniors A des clubs, les équipes principales des clubs, les pros, ils ne sont pas libérés non plus. Donc voilà, ils ne sont plus libérés du tout. C'est le débat traditionnel sur le football de club versus le football des nations, et on sait qui commande de nos jours. Bref. Donc la fédération chilienne a-t-elle une part dans ce naufrage? Oui. Mais je pense qu'il y a aussi l'effet quand tu as mangé du caviar, tu crois que tu vas en manger tout le temps. Et la part de responsabilité de la fédération chilienne, c'est de ne pas avoir travaillé chez les jeunes, de ne pas avoir anticipé la fin de sa génération dorée. Voilà, ils n'ont jamais vraiment travaillé. Époque de Sampaoli, donc il y a 10 ans maintenant, il y avait des projets qui étaient en train d'être, que Sampa d'ailleurs voulait mettre en place, des projets locaux et des projets internationaux. J'en avais déjà parlé sur Hello, il y avait notamment ce qu'il avait appelé le projet Sangre Chilena. En fait, c'était le but du jeu, c'était d'aller chercher tous les potentiels binationaux déjà. Chez les jeunes, je sais qu'il y en avait un à Lyon dont j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom, j'oublie son nom à chaque fois, ce pauvre garçon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et donc ils avaient été en Europe chercher des binationaux en Europe, des gamins qui avaient 16, 17 ans à l'époque, je crois, par là. Et pour leur faire des stages et pour voir, bah, justement, pour commencer à les préparer, voir si on pouvait en inclure quelques-uns à plus long terme. C'était, entre guillemets, l'un des objectifs de Sampaoli en 2015. Sangre Chilena, ça doit être de cette époque-là à peu près. Et voilà, c'est tombé à l'eau en même temps que Sampa est parti. Et derrière, il n'y a plus jamais eu de vrai travail chez les jeunes. Il y a eu une petite période où ça a essayé un petit peu, mais ça dépend, en fait, ça dépend de la volonté du sélectionneur. Et le Chili, à son niveau, et dans le même cas que les autres, c'est-à-dire qu'il est plus
ces clubs sont plus préoccupés par essayer de vite exporter leur talent pour renflouer les caisses. Et il n'y a pas de projet à l'échelle nationale. Donc c'est très compliqué. Et là, effectivement, ils ont mangé du caviar avec la génération qui avait fini troisième en 2007, qui a gagné les Copa América 2015 et 2016, qui est allée à la Coupe du Monde 2014. Voilà, il y a eu le problème de transmettre la suite. Et là, il y a le problème de il faut former. Et là où la fédération est probablement la fédération a sa part de responsabilité en ne voulant pas ramener le calme, en ne voulant pas nommer des entraîneurs qui vont reconstruire, en ne disant pas les mecs, on va reconstruire, ça va prendre du temps, mais on va reconstruire. Ils sont toujours dans ce culte du résultat immédiat. Et, euh, et donc personne, et même la presse, a sa part de responsabilité dans l'histoire au Chili. Vous le voyez avec ces U20-là, ils ne sont pas favoris de la Coupe du Monde du vin. Et pourtant, pour les Chiliens, voilà, il faudrait que ça soit Brésil 70, quoi. Alors que ces garçons-là, non, ils n'ont pas un grand vécu ensemble. Et à chaque fois que quelqu'un commence à arriver et travailler un petit peu, il dégage parce que faute de résultats. Donc ce culte de résultats est vraiment partout. C'est très sud-américain aussi. Et donc il n'y a que les Uruguayens qui y échappent un peu. Les Équatoriens à leur niveau aussi un petit peu, surtout chez les jeunes. Mais les autres, non, les autres sont tous dans Et les Colombiens y échappent puisqu'ils travaillent bien. Et au final, tu t'aperçois que quand tu travailles dans le calme, quand tu prends le temps des processus, bah, tu finis par être performant. Et voilà. Bref. C'est tellement un poste rêvé pour Bielsa, la formation des jeunes. Oui, mais il ne pourrait pas le mettre en place. Donc voilà. Et je ne sais pas s'il va le mettre en place, par exemple, en Uruguay, tu vois. Mais au Chili, il ne pourrait pas. Voilà. Ce qui se fait, par exemple, en Uruguay, tu ne peux pas le transposer au Chili. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Pour les news de la semaine, je le disais, c'était assez rapide, quoique 40 minutes quand même, de news de la semaine, pratiquement 40 minutes. Juste une petite info, tiens d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les Coupes du Monde et tout, si vous êtes des férus de réseaux sociaux, je vais vous la donner l'info parce qu'elle me fait sourire. La CONMEBOL, donc l'Amérique du Sud, a communiqué aujourd'hui, je crois, hier ou aujourd'hui, sur le fait qu'elle lançait un compte Instagram pour son musée. Donc le musée de la CONMEBOL va avoir un compte Instagram qui est destiné en gros à valoriser et à mettre en évidence toute la richesse de l'histoire et des histoires du football sud-américain. On va avoir une grosse pensée, et je vous renvoie vers l'émission du 23 septembre, une grosse pensée pour tous les supporters et tous les dirigeants d'Independiente. Je vois que Nir était déjà prêt dans le chat. Qui vont probablement surveiller si la CONMEBOL va parler d'Independiente sur Instagram. On les attend. Je vous mettrai le lien du compte Instagram. C'est museo.conmebol, comme CONMEBOL. Donc voilà, sur Instagram, vous pouvez aller le suivre. Et puis on verra si ça parle beaucoup d'Independiente. Donc voilà. Petite... je pense qu'ils sont toujours dans leur lutte pour le prolétariat Independiente. On verra. Mais on verra si la CONMEBOL les utilise. Bref. Autre petite info, autre petite info réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec les Amériques et tout, c'est pour Hello. Je mettrai le lien aussi. On a ouvert un compte sur TikTok. On va être sur TikTok. On va faire un contenu très spécifique à TikTok. C'est quelqu'un qui est un habitué du chat qui va le gérer. On en parlera un petit peu plus tard quand on aura les premiers contenus qui vont arriver. Ils devraient arriver dans la semaine. Je vous mettrai les liens aussi. Et donc voilà. Oh non, pas toi. Eh si, mais ça sera pas moi qui vais le gérer parce que c'est un langage que je ne maîtrise pas. TikTok, mais voilà, pour te dire les choses très clairement, non, c'est pas le fils, non, pas du tout. Même moi, je suis pas sur TikTok, non, mais alors en tant que média, tu vois, en tant que média, même indépendant ou pas indépendant, hein, quel que soit le média, c'est un réseau où il faut avoir une présence parce que ça va permettre aussi de capter un autre type de public. Et quand on a cette obligé, j'ai vu ton mot obligé, quand on a cette volonté aussi, bah tu vois, d'essayer de convertir entre guillemets, hein, c'est un grand mot, d'emmener les gens vers d'autres footballs. Il faut aussi aller sur des territoires qui ne sont pas les nôtres habituellement. Il faut aller chercher, il faut aller chercher d'autres publics pour leur dire non, mais venez voir. Et donc c'est vrai que moi je maîtrise pas vraiment TikTok, j'ai pas, tu vois, tous les codes. Ce que je sais, c'est qu'il y a une partie de TikTok qui est quand même assez centrée sur un côté un petit peu pédagogie ou des choses comme ça, où on peut faire justement un petit peu de pédagogie et de culture. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand tout sera lancé. Il devrait y avoir une première vidéo qui va être une vidéo générale qui présente justement Lucarne Opposé. Et ensuite, il y aura
Je crois que c'est 2 vidéos par semaine qui sont plus ou moins prévues. Une qui est un petit peu plus actualité, voilà, on fait un espèce de top 3 des actus. Et une autre qui est justement un petit peu plus culture, avec des grandes questions de nos footballs, essentiellement Asie et Amérique de manière générale, puisque bah, je le disais, hein, de manière générale. euh, on n'est plus malheureusement, on n'a plus personne qui peut traiter l'Afrique pour nous. Et donc, comme on manque de compétences sur ce sujet-là, bah, on n'y va pas. Donc, bah, j'en profite. Hein, d'ailleurs, je lance l'appel. Hein, si vous avez envie de participer à l'aventure Hello et de venir vendre. Vous voyez ce que je veux dire, de venir vendre votre Afrique préférée. N'hésitez pas, venez parler de l'Afrique sur Hello. Ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tu penses reprendre les podcasts Planète Hello? Ah, c'est un vieux projet. Tu fais bien de poser la question, Mastri, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je ne te prends pas en te disant qu'on en a un paquet d'idées en stock. J'ai aussi des gens qui sont partis sur certains podcasts. Je pensais à Montevideo, Jérôme n'est plus là. Je pense que si je le rappelle pour qu'on fasse Montevideo, il le fera. Ça fait partie aussi de pas mal de développement qui vont arriver. Je parlais des podcasts et des rediffusions sur les podcasts. En fait, c'est bien que tu poses ce message parce que comme ça, je vais pouvoir en parler là aussi. On a rejoint un groupe de podcasts. Va y avoir des petits changements sur les podcasts et justement, je vais les relancer un petit peu, les podcasts. Donc, il y a sur la partie podcast, vous le savez, il y a la rediff de cette émission-là. Il y a aussi les temps additionnels qui y sont, qui sont des formats très courts, hein, qui font 10-15 minutes. Et je parlais tout à l'heure de l'Asie, d'aller sur d'autres formats. On va relancer les podcasts AFC Corner qu'on faisait il y a très longtemps maintenant. On va les relancer. On n'aura pas une fréquence incroyable. L'idée, c'est d'en placer un par mois, tout simplement, justement. Et comme c'est un par mois, ça ne sera pas du contenu type ce qu'on est en train de faire avec Lucarne Américaine où il y aurait des news de la semaine ou des choses comme ça. Ça serait sur des thématiques qui touchent à la zone asiatique. Donc, il y a plusieurs idées qui sont déjà en tête. Je te dirai pas qui c'est, Red, sur TikTok. Par contre, Baptiste sera avec moi normalement sur les podcasts et toute la rédac asiatique de Lucarne Opposée, parce que pour le coup, la rédac asiatique de Lucarne Opposée, elle est importante en termes de nombre. Je pense qu'on peut le dire, c'est la partie la plus importante en termes de nombre de rédacteurs différents de Lucarne Opposée aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, relancer les AFC Corner. Et tu l'as compris, peut-être sous-jacent derrière Mastri, j'ai la volonté de relancer les Planètes Hello. Je ne ferai pas une fréquence d'un par mois, mais je me dis que si je pouvais en poser un par trimestre, ça serait pas mal, parce que ce sont des podcasts qui fonctionnent bien, de manière générale. Mais pourquoi ils fonctionnent bien? Parce que les gens en ont besoin presque. Voilà. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Planètes Hello, il y en a déjà quelques-uns. Hein. On est allé à Lima, on est allé à Suwon, on est allé à Dar es Salaam, on est allé... où est-ce qu'on est allé ailleurs? On est allé à Bangkok, on est allé à Bogota. Donc en gros, concrètement, les podcasts Planète Hello, c'est entre guillemets un espèce de guide culturel et footballistique d'une ville, de la Planète Hello. On se pose dans cette ville-là. On fait une première partie où on revient un petit peu sur les... Bah voilà, vous êtes touriste, vous débarquez là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Rabat, effectivement, bien joué. Il y avait Rabat aussi. Avec PM, on en avait fait plusieurs. On en avait fait plusieurs. Il y avait Dar es Salaam, il y avait Rabat et il y en avait un troisième, quasiment sûr, il y en avait un troisième au Bénin, je crois. Je sais plus. Faudra que je revérifie. Mais bref, donc en gros, c'était une sorte de guide touristique. Dans ce côté, on vous disait, bah tiens, qu'est-ce qu'il faut aller voir dans cette ville-là ou autour, et surtout, comment on va voir du foot et qu'est-ce qu'on va voir comme foot, quels sont les clubs, quelle est la culture locale Conakry, merci. Quelle est la culture locale? Comment on va voir les matchs, quel match faut aller voir, et puis il y avait une partie aussi qu'on aimait beaucoup, qui était la partie qu'est-ce qu'on mange. Donc voilà, donc ça va revenir très fortement, enfin très, voilà. Pense, je pense un par trimestre, ça serait bien. Je vais pas m'engager là-dessus parce que c'est quand même des podcasts qui demandent du temps parce qu'il faut vraiment qu'on se cadre là-dessus. Mais effectivement, on va repartir là-dessus. Et ce qui est certain, c'est que les AFC Corner, c'est dans la boîte. Le processus est lancé. Et donc, on va essayer d'en poser un par mois. Comme ça aussi, il y aura de l'actualité asiatique sous un autre format. Et comme on redéveloppe un petit peu les podcasts justement pour Hello, c'est important aussi. C'est l'occasion. Voilà, tout simplement. C'est l'occasion. Voilà.
Merci Mastri d'avoir posé cette question, ça m'a permis de pouvoir parler de tout ça et de clore donc cette partie news de la semaine sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas hein, à nous suivre sur les différentes parties, les différents formats que l'on propose. Le championnat australien redémarre semaine prochaine, dans 10 jours, je sais plus. Et justement, il y a des thèmes qu'on pourrait aborder dans un AFC Corner vis-à-vis du championnat australien. Et sans trop faire de spoil, il se pourrait que ça en parle aussi un petit peu dans un prochain TikTok. Bref, suivez-nous, donc je mettrai les liens dans la description de l'émission, que ce soit sur YouTube ou sur les descriptions des différents podcasts. Vous aurez le lien vers notre TikTok, vous aurez les liens, tous les liens qu'il faut pour nous suivre sur ces différentes plateformes. On va en rester là donc pour les news de la semaine. Et puis on va enchaîner, on va passer au dossier de la semaine. Et le dossier de la semaine va nous emmener au Brésil. Tout simplement, on va aller au Brésil. On y était déjà beaucoup la semaine dernière. On va y rester parce qu'il y a des infos aussi qui tombent au Brésil. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses importantes qui se passent au Brésil ces derniers temps. On va enlever l'habillage de cela et on va parler donc de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était en milieu de semaine. Vous avez eu l'information sur Hello ce week-end, dimanche il me semble. C'est une photo de la CBF, du siège de la CBF, de la Confédération brésilienne de football. La semaine dernière, cette fameuse confédération a annoncé une importante modification du calendrier de ses compétitions pour le cycle 2026-2029. C'est-à-dire que ça va démarrer dès la saison prochaine. Alors on va les reprendre un petit peu ces compétitions-là. Et puis on va voir, on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi il y a ces choses-là et surtout quelles peuvent être les conséquences de tout cela. Alors l'information importante à retenir dans la communication qui a été faite par la CBF de ce nouveau calendrier du football brésilien, c'est que le Brasileirão, le championnat national, donc débutera l'année prochaine, donc dès l'année prochaine, le 28 janvier. Je rappelle qu'avant, il ne démarrait pas avant le mois de mars. Cette année, il démarre le 28 janvier et surtout, il prendra fin le 2 décembre. Vous avez bien compris, c'est un championnat qui va s'étaler sur quasiment 10 mois avec une trêve au milieu qui sera forcément celle de la Coupe du Monde. Et une trêve qui tombe bien puisque ça va tomber comme d'habitude sur les débuts des mercatos européens. Mais ça ne change pas par rapport à d'habitude. Donc il s'étale sur 10 mois. Je ne vais pas entrer totalement dans le détail de toutes les réformes qui ont été communiquées par rapport à ces différentes... C'est pas ce visuel. Par rapport aux différentes compétitions qui sont impactées. On va en parler justement, Noévé. Qui sont impactées par ces modifications-là. Elles sont résumées sur cette diapositive. J'ai l'impression de vous présenter un PowerPoint. C'est vrai que c'est un peu l'idée quand même. On n'en est pas loin. Hein. Donc voilà, juste un petit détail qui a quand même son importance et je vais vous le montrer justement avec ce visuel-là. C'est dans les différences entre 2025, donc actuellement, et dès 2026, sachant que ça va évoluer aussi pour d'autres. La série C, donc la 3e division brésilienne, pour l'instant, reste à 20, mais va passer à 28 à partir de 2028. Tandis que la Série D, qui est la 4e division nationale brésilienne, aujourd'hui il y a 64 équipes, et on va passer à 96 équipes dès 2026, avec 6 équipes contre 4 qui montent en Série C, donc en 3e division. Ces deux compétitions-là aussi vont débuter en avril pour se terminer en septembre. Enfin, ce qu'il faut noter aussi, c'est tout en bas, en bleu ciel sur cette image, et si vous n'avez pas l'image, je vais vous l'expliquer, c'est la création de nouvelles compétitions, et notamment la Copa Sul Sudeste, qui se déroulera entre mars et juin, avec 10 journées maximum de prévues dans cette compétition, et qui va réunir jusqu'à 2 clubs de chaque état des régions concernées. Les régions, c'est Sao Paulo, le Minas Gerais, Rio, Paraná, Santa Catarina et le Rio Grande do Sul, à l'exception, et c'est la précision qui est importante, à l'exception des équipes qui sont qualifiées pour les compétitions de la CONMEBOL. Voilà, tous ceux qui jouent des compétitions continentales ne joueront pas cette Copa Sul Sud-Est. La qualification à cette compétition-là, la Copa Sul Sud-Est, je disais, réservée à 2 équipes de chacun de ces États. Ça fait donc 12 équipes. La qualification se fera par les championnats d'État. Donc ce n'est pas la fin
des championnats d'État, mais ça passera. Mais ils serviront de qualification pour certains d'entre eux à cette nouvelle compétition. Il y a aussi une compétition qui évolue un petit peu. C'est la Copa Verde, mais j'entre pas trop, et la Copa Nord-Est aussi. J'entre pas trop dans le détail pour tout cela. On va pas compliquer les choses parce que ça peut vite se compliquer. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que il y a toujours des championnats d'État et c'est de cela dont il va être question dans la suite de ce dossier. Et vous le voyez tout de suite, les championnats d'État sont réduits. Ils vont se dérouler en 11 journées maximales contre 16 à l'heure actuelle. Je vais y revenir dans un instant. Sachez quand même, en termes de chiffres, qu'avec ces données, qu'avec cette réforme, la CBF estime qu'il y aura une augmentation de 26% du nombre de clubs participant à un championnat national dès 2026. Et ils annoncent qu'avec ces réformes-là, ils vont qualifier 82 équipes supplémentaires à leur compétition, à l'ensemble des compétitions, parce qu'un détail que je ne vous ai pas donné, mais vous le voyez peut-être si vous lisez la ligne, Copa do Brasil, on passe de 92 à 126 clubs pour la Coupe du Brésil, qui aussi prend de l'ampleur, alors qu'à l'époque, au départ, personne n'en avait cure de cette Copa du Brésil. Maintenant, elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur, elle s'est vraiment installée, ce qui est un fait assez rare, hein, les coupes, généralement en Amérique du Sud, on va le dire un peu crûment, on s'en fout un peu. Hein. Donc voilà, il y a des pays où maintenant on commence à leur donner plutôt une plus grande importance. C'est le cas du Brésil. Mais ça fait un petit moment maintenant qu'elle est installée. Et c'est le cas aussi un petit peu de l'Argentine, puisqu'elle qualifie pour les compétitions internationales, les compétitions continentales. Enfin, une compétition que le PSG ne remportera pas, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc les championnats d'État vont forcément être impactés dans cela. On va en parler dans un instant. Juste un dernier chiffre quand même. Ce qui est important de garder en tête dans cette histoire, c'est que la principale conséquence de cette réforme et le principal objectif de cette réforme, qui pour la CBF est la plus importante depuis 2003, et je vous expliquerai ce qui s'était passé en 2003 à l'époque, la principale conséquence de cette réforme, c'est la diminution d'environ 15% ou jusqu'à 15% des matchs, du nombre de matchs concernant les équipes de Serie A, donc les équipes de première division. C'est un vrai thème et forcément on va en parler parce que c'est le thème qui a guidé à cette réforme-là. Mais avant de parler de la suite, je résiste pas à un petit plaisir. Vous l'avez probablement vu ou pas d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je suis obligé de vous parler de ça, de vous montrer cela, de vous montrer la conférence de presse d'Enzo Maresca pendant la Giannis International Cup quand il joue Fluminense. Enzo Maresca va nous expliquer que Chelsea arrive fatigué dans cette compétition-là parce qu'il joue trop de matchs. Ça va pas forcément se passer comme prévu. Voilà l'extrait. Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica. Por la cantidad de partidos que hemos jugado, pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado 70. 70 en el mismo periodo. Son más partidos. Kieran in the fifth row, please. Voilà, la bise à Enzo Maresca qui s'était pris une boîte par un journaliste brésilien qui s'était pas laissé faire justement pour le coup. Voilà, hein, si vous avez ceux qui ont la vidéo auront compris, ceux qui auront le podcast, je vous mettrai un doublage. Voilà, ce qui est absolument fascinant, c'est le responsable de la communication de Chelsea qui, hop, tout de suite change de sujet. Et parce que c'est un vrai sujet, vraiment, cette surcharge calendaire qui est la base, vraiment la base de cette réforme, de cette volonté de changer le calendrier du football brésilien, avec donc une conséquence, ces fameux championnats d'État qui viennent l'alourdir de manière générale. Maintenant, championnat d'État qui jusqu'ici se déroulait de janvier à mars, et ça sera toujours le cas, et qui avait au moins 16 matchs. Alors, avant d'entrer dans le détail des conséquences sur les changements les championnats d'État, il y a peut-être des gens, vous faites peut-être partie de ceux qui ne savent pas ce qu'est un championnat d'État et en gros, à quoi ça correspond de manière générale. Alors, on va regarder, on va se poser un petit instant pour répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est quoi un championnat d'État? Voilà, tout simplement. Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut rappeler que le Brésil est une fédération, comme les États-Unis. Que comme les États-Unis, il est composé d'États. Il y en a 26 au Brésil, des États. Et d'ailleurs,
et que le foot, au Brésil s'est organisé en fonction dans chacun de ces États. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'est organisé comme cela. C'était aussi le cas au début aux États-Unis, où les premières années de professionnalisme dès la fin du 19e siècle se font au sein de certains États seulement. Et c'est comme ça que le football s'est développé au Brésil. D'ailleurs, notez une chose, on l'a dit tout à l'heure, la Fédération brésilienne de football ne s'appelle pas Fédération brésilienne de football, mais Confédération brésilienne de football. Ça veut dire qu'elle réunit l'ensemble des fédérations qui sont les fédérations des États. La CBF, donc la Confédération brésilienne de football, gère tout ce qui est national. Donc, vous l'avez vu dans le diagramme tout à l'heure, tout ce qui est championnats nationaux, Coupe du Brésil, donc tout ce qui est inter-États, on va dire, alors que tout ce qui est intra-État, c'est géré par chacun des États du Brésil. Et donc, chacun a ses règles, chacun a ses formats, chacun a chaque championnat d'État est différent. Et c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans le détail des championnats d'État, parce qu'on s'y perd très vite. Les formats ne sont pas les mêmes, le nombre d'équipes ne sont pas les mêmes, et dans certains États, il y a plusieurs divisions même. Donc, c'est vraiment des choses à part, très particulières, et voilà, qui sont aussi l'essence du Brésil. Alors, pourquoi c'est l'essence du Brésil? Merci à Clémentinovic pour ton message. Merci à toi. Bonsoir à Ludwig qui vient d'arriver aussi. Pourquoi les championnats d'État sont l'essence même du Brésil et pourquoi ce sont eux aussi qui traditionnellement lancent l'année de janvier à mars? Eh bien, on va le voir historiquement. Juste, si vous n'avez pas compris, si c'est pas très clair, on me parlait du PSG dans le chat tout à l'heure. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez qu'on est en France, imaginez que la France soit un État fédéral où chaque région est un État, par exemple. Eh bien, imaginez que de janvier à mars, le PSG joue le championnat d'Île-de-France avec plusieurs équipes d'Île-de-France. Vu le nombre d'équipes, il y a peut-être plusieurs divisions. Voilà. Et à partir du mois de mars, le PSG joue le championnat de France, le championnat national. Voilà. Concrètement, c'est ça, les estaduais. Alors on dit ça au pluriel ou estadual au singulier. Voilà en gros un petit peu l'idée. C'est donc une compétition supplémentaire. Voilà, Paris c'est pas la France par contre. Non, mais enfin si, c'est quand même voilà. Mais voilà, tu peux te le faire avec d'autres équipes si tu veux. Hein. Mais bon, je vais pas entrer dans le détail de comment on fait pour la compétition bretonne. Est-ce qu'on met Nantes ou pas, Ito? Bref, enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc il y a des États. Il y a donc des États, chacun a son championnat, chacun a son organisation. Et c'est ce qui fait et c'est pour ça que Maresca se fait reprendre, et c'est là qu'on voit qu'il a une culture foot très limitée, il devrait nous suivre par exemple. Ces championnats s'ajoutent. Et donc, quand une équipe joue le championnat d'État, le championnat national, la Coupe du Brésil, les compétitions continentales, voire internationales, et va loin dans ces compétitions-là, ce qui est le cas des plus grands clubs brésiliens ces dernières années. Hein. Ils ravagent la Libertadores et un petit peu moins, mais un petit peu quand même la Sudamericana, ils vont quand même toujours assez loin. Ils jouent les compétitions internationales de la Midjani. On peut arriver à des équipes qui accumulent facilement 70-80 matchs à la fin d'une année. Donc ça fait un calendrier très très lourd. Et justement, ils avaient trouvé une parade, ces clubs-là, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de 2003, hein. Depuis une vingtaine d'années, ils se sont adaptés et ça s'est accéléré ces dernières années, c'est-à-dire que les estaduais, les championnats d'État, généralement, les très grosses équipes les utilisent pour faire jouer une sorte de mélange de leurs meilleurs jeunes, en gros, pour voir justement quel jeune peut prétendre à pouvoir grimper un petit peu en A, et parfois intègre les nouvelles recrues pour qu'elles commencent à s'adapter là-dedans. Donc sur les premiers tours, généralement, les premiers tours des championnats d'État, par exemple du Carioca ou du Paulista, ça fait souvent jouer les plus jeunes et les quelques nouvelles recrues. Mais ces championnats-là sont une véritable institution et ont construit le football brésilien. Le premier championnat d'État s'est disputé à Sao Paulo en 1902. Il y avait 5 équipes. Et ensuite, il y a eu un championnat qui est arrivé à Bahia en 1905. Et le Carioca, celui de Rio de Janeiro, est arrivé en 1906. Pour vous donner une idée, quand le professionnalisme au Brésil arrive dans les années 30, il y a 22 États qui ont leur propre championnat. Et ça correspond aussi à une réalité géographique à l'époque. C'est-à-dire que les transports ne sont pas aussi bien développés que cela. Et forcément, on ne peut pas organiser des matchs nationaux entre certaines villes. C'est trop loin, c'est trop éloigné. Juste quand même pour vous donner une idée, hein, le Brésil a 5 États qui sont plus grands que la France. Pour vous donner une idée. Et j'avais noté aussi, je vous rappelle, que le Brésil a quasiment la superficie de l'Europe.
Voilà, le Brésil, c'est 8 millions et demi de kilomètres carrés, l'Europe, c'est 10. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du pays, de la taille du pays. Et donc vous imaginez que dans les premières années, donc quand le football commence à s'installer et commence à se disséminer aux quatre coins du pays, bah, il se développe localement et on ne peut pas organiser des matchs entre États. Il y a des rivalités qui vont se créer, il y a des duels qui vont se créer, notamment entre Rio et Sao Paulo, qui sont vraiment les deux plaques qui vont développer véritablement, accélérer le développement du football brésilien et qui sont les deux plaques les plus importantes qui vont se mettre vraiment sur la tronche dans les années 30. Mais voilà. D'ailleurs, quand le premier championnat national, il y a un premier championnat national qui se dispute en 1922. Merci Ludwig d'avoir offert un abo à Klemantinovic. Quand le premier championnat se dispute en 1922, ce n'est pas véritablement un championnat national, c'est un tournoi entre sélections d'États. Par exemple, vous allez voir la sélection Paulista, qui est représentée par les meilleurs joueurs de Sao Paulo, qui va affronter la Carioca, qui est représentée par les meilleurs de Rio de Janeiro. Et ça se déroule sur quelques semaines juste, avec des phases par région, justement, pour limiter les voyages. Donc il y avait cette réalité-là. Et justement, les premières tentatives de championnat national, ça a été très long hein, de mettre en place un championnat national au Brésil. Les premières tentatives se sont faites sous cette forme-là, c'est-à-dire des sortes de phases finales de coupe pour réduire cela. La première ébauche véritable de championnat national au Brésil s'appelle Taça Brasil. Taça Brasil, 1959. Taça, ça veut dire coupe en portugais. Donc la première formule est une formule de coupe. Les meilleures équipes s'affrontent. Et par exemple, les équipes représentant Sao Paulo et Rio n'arrivent qu'en demi-finale, pour vous donner une idée. Et donc, d'ailleurs, et c'est un point important sur lequel il est toujours important d'insister, parce qu'on l'entend quand on parle d'histoire, quand certains essayent de réécrire un peu l'histoire ou de dévaloriser les anciens, les championnats de Sao Paulo, le Paulista ou le Carioca des années 50 et 60 sont parmi les meilleurs championnats du monde. Quand Pelé évolue dans le Paulista des années 60, c'est probablement le meilleur au monde, l'un des meilleurs championnats au monde. D'ailleurs, il y a 38 journées, hein, à ce moment-là, c'est un vrai championnat comme on le connaîtrait aujourd'hui, avec que des champions du monde dans ce championnat, puisque je rappelle qu'à l'époque, les meilleurs joueurs brésiliens ne partaient pas, sinon ils perdaient leur place en sélection. Donc pendant très longtemps, les meilleurs joueurs du Brésil évoluaient au Brésil et donc se battaient lors de ces fameux championnats d'État. Et donc voilà, on connaît ou pas, hein, d'ailleurs, il y a la fameuse anecdote, ces championnats étaient des vrais championnats, étaient vraiment très difficiles, et c'est la fameuse anecdote de Garrincha qui, en 58, quand il gagne la Coupe du Monde au bout de 6 matchs, dit, mais attendez, c'est quoi ce tournoi? C'est facile, hein, on joue 3 matchs, on est champion. Le Carioca, c'est beaucoup plus dur. Donc, vous voyez, c'est des anecdotes comme ça, et le Carioca a 38 journées en 58. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Brasileirão, le premier championnat national, en fait, ça arrive avec la dictature. Hein, ça arrive en 71. Le premier Brasileirão se joue en 1971. Il fait suite à un autre tournoi qui s'appelait Roberto, j'ai mangé le nom. Quelqu'un m'aidera dans le chat. Et donc, voilà, comme les championnats d'État sont plus anciens que le Brasileirão, c'est une décision qui doit certainement faire polémique. On va en parler dans un instant. Bref, donc tout ça pour dire que donc il y a ce terreau qui sont les championnats régionaux, les championnats d'État qui ont permis le développement et le disséminement du football de manière locale, puis ça a fini par s'étendre. Et avec le développement des transports, hein, forcément des facilités de voyage au sein du pays, on a fini par arriver à des choses inter-État et puis ensuite de passer à du national. Brasileirão 71, c'est le premier, c'est la dictature hein, qui le lance très clairement parce qu'on est dans une époque où c'est le fameux ufanismo, c'est-à-dire que on veut absolument mettre en valeur la nation brésilienne, voilà, la nation, valoriser la nation brésilienne. Donc on crée un championnat national en 1971. Si vous voulez, peut-être pour un jour, pour un quiz, le premier champion, c'est l'Atlético Mineiro, tout simplement. Mais pour vous donner une idée, les vrais rendez-vous, et d'ailleurs, j'en profite, hein, si vous voulez en savoir plus sur ce fameux championnat de 1971, c'est simple. Lucarne Opposé Magazine, numéro 6. Je ne sais pas s'il en reste en papier, mais il en reste forcément en PDF. Marcelin vous a fait un très très bel article là-dessus, sur la première édition du Brasileirão, donc celui de 71, remporté par l'Atlético Mineiro. Donc je vous invite à aller voir tout cela. Pour vous donner quand même une idée de l'importance des championnats d'État, même dans les années 60 et 70, avec les plus grands stades hein, qui sont construits et qui sont là, qui donnent un peu plus de prestige, les plus grandes luttes, on a
on a les meilleures affluences de l'histoire de certains stades. Par exemple, le Maracana, sur les 20 meilleures affluences du Carioca, 12 ont lieu dans cette époque-là, dans les années 60-70. Et à chaque fois, je parle d'affluence, on parle de 140 000 personnes au stade, hein. Donc, on ne parle pas de remplissage un peu particulier. Bref. Et en fait, toute cette histoire va commencer à dépéricliter un petit peu à partir des années 80. Pour deux raisons. Déjà, les transports sont plus faciles et surtout, la télévision se focalise un petit peu plus, mais beaucoup plus d'importance sur le Brasileirão. Et avec l'arrivée de la télévision qui diffuse le Brasileirão, aussi arrive la volonté pour certains clubs d'être beaucoup plus visible et beaucoup plus présent à l'échelle nationale, pour entre guillemets, je vais le dire un peu, c'est pas comme ça qu'on le disait à l'époque, mais en gros pour envahir le marché brésilien. C'est le cas de Flamengo par exemple, qui se développe à fond, qui en plus gagne la Libertadores, même si les Brésiliens à l'époque, la Libertadores début des années 80, ils la considèrent comme une compétition mineure, parce que les années 70 ont été compliquées, j'entre pas dans le détail, mais tout ça pour dire que voilà, il va y avoir à partir des années 80 une véritable progression du championnat national par rapport au championnat d'État. Parce qu'il y a plus d'argent? Oui, parce qu'il se développe, tout simplement, Red. Donc, il va se développer. Je rappelle quand même que même dans les années 80, les championnats d'État ont leur importance. On parle beaucoup de la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne existe, s'entretient, se développe aussi grâce à des succès qui ont lieu dans le Paulista, puisque le Corinthians remporte les Paulistas de 82 et 83. Donc c'est aussi grâce au championnat d'État à Sao Paulo que la démocratie corinthienne s'installe véritablement. Et effectivement, la Libertadores va devenir prestigieuse dans les années 90, quand Sao Paulo commence à redonner un petit peu ses titres de noblesse à cette compétition-là, quand ça s'est aussi un petit peu calmé sur les terrains, parce que vraiment les années 70, plus personne voulait jouer contre les Argentins, pour dire les choses très clairement. C'est l'époque des Estudiantes et des Independiente qui ont absolument ravagé toutes les années 70 par des comportements d'une extrême violence notamment. Et donc, en même temps que Sao Paulo est en train de réhabiliter la Libertadores, vous avez aussi le Brasileirão qui commence à prendre du coffre, tout simplement. Il prend du coffre, pourquoi? Parce qu'il a déjà 20 ans à ce moment-là. Et donc, il s'installe, il devient la compétition majeure, et c'est là que ça commence quand même un petit peu à décliner pour les clubs, pour les championnats d'État. Vous ajoutez au développement du Brasileirão l'arrêt Bosman, qui va faire très très mal aux clubs, qui vont devoir donc s'adapter de manière différente, et notamment les petits qui vont souffrir au niveau des championnats d'État. Et comme dit l'autre, le football à ce moment-là, il a changé, et le coup de massue définitif pour les championnats d'État, pour le lustre des championnats d'État, c'est-à-dire le moment où ça se retourne véritablement, où les championnats d'État deviennent annexes, préparatoires à une saison, c'est à partir de 2003. Pourquoi à partir de 2003? Parce que c'était jusqu'à ce week-end la grande réforme du football brésilien. En 2003, le championnat brésilien prend la formule d'un vrai championnat avec les points. Avant, il y avait une formule avec des playoffs, c'était une formule de coupe. Et surtout, en 2003, la première édition du championnat, les clubs jouent 46 matchs parce qu'ils sont 24 en première division brésilienne. 46 matchs, c'est là que le Brasileirão commence à complètement phagocyter le calendrier. Souvenez-vous que le Carioca des années 50 avait 38 matchs. Le championnat national brésilien en 2003, donc un peu moins d'un demi-siècle plus tard, a plus de matchs, 46 matchs. Donc, c'est là que commence à arriver et à s'installer le Brasileirão, qui a gagné forcément en valeur. Il a gagné en valeur aussi parce que c'est lui qui qualifie pour les compétitions continentales. Si vous gagnez le Carioca, vous gagnez rien, à part le Carioca. Et donc, voilà, le Brasileirão a fini de phagocyter l'ensemble, devient la compétition majeure, et donc continue d'amener ces problèmes de calendrier, de surcharge calendaire, qui finit aujourd'hui, 22 ans plus tard, à conduire à cette nouvelle réforme pour alléger. Et forcément, pour alléger, on va taper, entre guillemets, un petit peu sur les estaduais. Alors, ça a des conséquences quand même de taper sur les championnats d'État. Ça va être pour les équipes qui ne participent pas aux championnats nationaux, parce que je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs formats dans les différents championnats d'État. Il y a plusieurs équipes, plusieurs divisions parfois, et donc parfois vous avez des équipes qui ne participent pas à des championnats nationaux, c'est-à-dire ne sont ni en première, ni en deuxième, ni en troisième, ni en quatrième division brésilienne. D'ailleurs, de bonnes performances dans certains championnats d'État permettent de se qualifier pour la quatrième division. C'est le cas d'un club qui s'appelle Bangu. Alors Bangu, ça vous parlera peut-être pas, mais Bangu, c'est un club historique
au Brésil. C'est un club qui a fait beaucoup, notamment dans la lutte des classes, même carrément, qui a même dans la prise de la cause, dans la cause du footballeur noir, hein, dans les années, dans les premières années du siècle. Bangu, pour vous donner une idée, c'est le dernier club hors top 4 à avoir gagné le championnat Carioca. Le top 4, c'est Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Depuis, c'est ces quatre-là. Depuis 1966, cette photo date de 1966, personne d'autre que ces quatre-là n'ont gagné le Carioca. Bangu est le dernier, c'était en 66. Donc c'est un club vraiment historique du football brésilien. Et Bangu, on avait été les voir en 2019, parce que voilà, on prépare, enfin depuis 2019, on va dire, il y a quelque chose dans les tuyaux. Et on avait été discuter avec eux pour aborder l'aspect pionnier et l'aspect important de Bangu. Bangu a été le premier club du Brésil à avoir un sponsor sur son maillot aussi. Voilà, je vous dis pas tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à Bangu. Si vous avez vu la bande-annonce, le trailer habituel que vous avez en avant live de Lucarno Posé, vous voyez des images de Bangu. Bref, j'entre pas dans le détail parce qu'il y a un doc qui est en préparation, qui est toujours dans les tuyaux. Je vais aussi m'y remettre très sérieusement et je l'espère, arriver à vous le sortir avant la fin de l'année. Un doc sur Bangu, justement. Mais justement, on avait parlé avec Daniel Tavares, qui est le directeur marketing du club et qui aussi connaît très très bien l'histoire de ce club-là. Et justement, il nous avait expliqué à l'époque, en 2019, et c'est toujours valable aujourd'hui, la nécessité pour les petits clubs comme Bangu, parce qu'ils sont devenus un petit club, de trouver rapidement, d'accéder très rapidement à un championnat national. Bah, je vous laisse juste écouter cet extrait-là, et après on en parle. Que hoje o grande problema dos times brasileiros é o calendário. A gente tem 3 meses de atividade, com exposição de mídia, com TV. Então, assim, você aumentar a sua exposição com o campeonato estadual e com o campeonato nacional te traz patrocínio, te traz exposição de mídia, te traz torcedores. Então, pra gente, esse ano de 2019 está sendo fantástico em relação a isso. E esse retorno ao campeonato brasileiro traz pra gente uma renovação de esperança muito grande. Voilà, Daniel Tavares qui parlait de 2019, à l'époque où Bangu retrouve la série D, voilà, tout simplement, pour vous dire les choses. Et c'était un élément important parce que pour de nombreux clubs brésiliens, une saison durait 3-4 mois. Et vous imaginez toutes les conséquences que ça a quand vous ne participez qu'à un championnat d'État. C'est que vous avez très peu de visibilité, même si les championnats d'État sont télévisés sur la télé gratuite, sont accessibles gratuitement, ce qui n'est pas forcément le cas des autres compétitions. Mais quand vous construisez votre équipe pour l'année, vous ne pouvez offrir que des contrats que de 3-4 mois. Et ça pose de vrais problèmes, vous avez compris, en termes de contrats auprès des différents joueurs. Et donc, c'est aussi cela qui est en jeu avec cette réduction. D'ailleurs, petite anecdote, pour Bangu, ils vont rester en série D. Je crois que la dernière fois qu'ils y étaient, c'est 2021. Ils n'y sont plus. Donc maintenant, ils ne jouent que le championnat d'État. Ils sont même descendus en 2e division du Carioca, parce que c'est pas très loin de Rio, Bangu. Ça doit être une 40aine de kilomètres de Rio. Donc ils jouent le Carioca. Et ils étaient en série A2 et ils sont remontés. Donc ils remontent en série A1 du Carioca, mais vous voyez qu'ils sont très très loin de jouer en 4e division. Et c'est tout l'enjeu aussi qui est derrière cette réforme du calendrier brésilien, avec la diminution du nombre de matchs des championnats d'État. On peut aussi imaginer qu'à terme, ces championnats d'État, on a peur qu'ils tiennent. J'ai eu la question tout à l'heure dans le chat de savoir est-ce que... Eh ben justement, est-ce que ça grogne? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que les gens sont attachés au championnat d'État? Et donc, est-ce que ça grogne? Très honnêtement, il y a très peu de polémique sur ce nouveau calendrier vis-à-vis des championnats d'État. Il y a un élément de polémique, entre guillemets, un élément de discussion, c'est que beaucoup de clubs qui participent notamment à ces championnats d'État avaient réclamé la création d'une 5e division, une série E, tout simplement. Ils ont augmenté le nombre de clubs en série D, mais ce n'est pas forcément suffisant pour accueillir vraiment tous les clubs. Et tout l'enjeu va être là, de ce nouveau calendrier, en nationalisant le plus possible un football qui est devenu mondial, hein, et un football dans lequel il est plus facile donc de se déplacer, en le nationalisant de plus en plus. L'enjeu, ça va être, d'une part, évidemment d'alléger le calendrier des plus gros et des plus riches, mais aussi, et c'est là où ça va être plus important peut-être pour le football brésilien dans son entier, s'il ne veut pas complètement oublier son histoire et l'importance de la construction et de ces clubs d'État, de ces clubs des championnats d'État dans la construction de son football, trouver des places pour que des clubs comme Bangu puissent trouver un modèle économique et donc se développer. Ça passera
par la participation à des compétitions nationales. Et voilà, je ne dis pas que Bangou retrouvera son lustre d'antan, mais il y aura au moins de retrouver une présence et une visibilité à l'échelle nationale. Aujourd'hui, le football brésilien a une échelle nationale, est sorti de cette échelle entre guillemets étatique. Elle ne concerne entre guillemets que les petits clubs qui sont concernés que par ça. L'idée, c'est, on verra s'ils vont dans cette voie. C'est ce que ça semble commencer à ouvrir en tout cas. Si l'idée, c'est de vraiment permettre au plus grand nombre de clubs de pouvoir accéder à des structures, à des divisions professionnelles, parce que certains clubs qui sont juste dans des championnats d'État sont déjà des clubs professionnels. Ils payent les joueurs, ils ont des contrats. La Série D a un statut professionnel, bah, tu payes tes joueurs, ils sont payés les joueurs. Donc voilà. Donc voilà, toute la question, elle va être là, de cette réforme-là. Elle a l'air importante, elle continue d'avancer dans ce sens-là. Vous notez quand même, et je vais remettre le visuel pour la conclusion, vous notez quand même que les championnats d'État ne sont pas supprimés, que certains championnats d'État servent de qualification pour de nouvelles compétitions nationales. Ces nouvelles compétitions nationales permettent de se qualifier pour la Coupe du Brésil, hein, pour vous donner une idée. Et donc, ils sont encore là. Le Brésil n'oublie pas ce qu'il doit aux Estaduais, mais il les réforme, il les diminue pour les plus gros, et il va falloir, et c'est tout l'enjeu des prochaines années, trouver des places pour des clubs, bah justement, des clubs comme Bangou, et il en va, je ne sais pas si on peut dire, il en va de l'avenir du football au Brésil, mais en tout cas, il en va de la suite et de la pérennité des traditions et de la défense de ces institutions historiques. Voilà donc pour ce dossier sur le Brésil et les Estaduais et la réforme de ce championnat. Voilà, vous voyez que ça peut avoir des conséquences importantes. C'est intéressant aussi par rapport à cela. Tu mets le VAR au Brésil, une saison dure 7 ans. Alors sache qu'il y a le VAR au Brésil. Et sache que j'en ai pas parlé, mais dans les réformes qui sont... de modernisation, je vais te dire, des championnats nationaux, ça évoque de mettre en place le VAR semi-automatique en Serie A, en première division. Mais il y a le VAR au Brésil. Donc voilà. En tout cas en Serie A. Mais et ça va. Les Brésiliens sont pas les pires avec le VAR. Vraiment. Pour le coup, vraiment. Est-ce qu'il y a la goal line technologie? Je sais plus. Je sais plus. Il y a le VAR à River aussi. Arrête, j'ai dit que les Brésiliens n'étaient pas les pires, question VAR. Donc tu as tout de suite deviné qui je visais. Donc voilà. Mais non, il y a le VAR, Donc voilà, non, mais le championnat du Brésil est très solide. Hein. On le dit, si tu veux une image, Clémentinovic, le championnat du Brésil, c'est la première ligue d'Amérique du Sud. Hein. Donc voilà. Le championnat du hors-jeu à la règle. Et encore, je trouve que ça s'est calmé, Noévé, en Argentine. Le hors-jeu à la règle, ou voilà. Il y en a encore, mais l'époque Barracas Central qui en faisait des kilos, qui faisait n'importe quoi, bon, bref. Même Riestra, bon. Voilà, bref. Tout ça pour dire que, bah voilà, c'était le dossier de cette émission. On va passer à la troisième partie, la dernière partie, qui est plus courte forcément, de l'émission. Ce sont les Golaço Elo. Alors on va revenir sur le Golaço Elo de la semaine dernière, qui a été complètement hacké par les Péruviens. Je ne vous le cache pas. Voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu, hein, malheureusement. Alors, pour tout dire, avant je taguais les clubs, et quand j'ai eu des... comment dirais-je, quand j'ai vu du hacking, comme il y avait eu à une époque, j'avais arrêté. Donc voilà, Mayulu face au Barça, c'était mieux. Ouais, bon, c'est pas... Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais après, voilà, il y avait de jolis buts. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Il va y avoir une nouvelle sélection cette semaine de Golaço Elo. Et alors, je le disais, je suis parti sur une thématique. On va faire un revival de la Leagues Cup. Voilà, d'habitude, je ne choisis qu'un but par championnat. Là, j'ai décidé de faire un MLS contre Liga MX parce que j'ai pas trouvé de but aussi exceptionnel que ça en Argentine ni au Brésil. Aussi, il faut le dire, même dans les autres pays. Hein, j'ai regardé Équateur, il y en avait un sympa au Chili, mais les images sont un peu compliquées. C'est compliqué le Chili. Bref, donc on va se faire un MLS Mexique. 2 salles, 2 ambiances. Il y a de la frappasse, il y a de tout. Bah écoutez, vous savez quoi? Bon, on y va.
Le dernier but vous plaît? C'est français. Voilà, Sébastien Salès-Lamonge, le dernier. Et effectivement, Toluca, ça pue le football. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce but-là. Mais il y en a le troisième aussi, est pas mal collectivement parlant. Donc voilà, Toluca, c'est aussi l'occasion hein, de vous dire, d'essayer de voir au moins des résumés des matchs de Toluca. Parce que oui, effectivement, ça sent le football à plein nez. Enfin, ça récite un sacré football ces derniers temps. Toluca, il y avait d'autres possibilités. Il y a un très beau but de Brunetta pour Tigres. Pour le coup, c'est vrai. Mais je voulais surtout mettre en valeur Toluca parce que collectivement, le but est magnifique. Voilà, Cruz Azul aussi, mais je préfère Toluca, Red. Bref, enfin, je préfère Toluca. Dans ce qu'il propose depuis plusieurs mois d'ailleurs. Bref, voilà, comment ça va fonctionner? Vous allez avoir... je préfère le duo Flaco Lopez-Roquet, c'est vrai, surtout contre River, c'est ça. Donc, comment ça va fonctionner? Vous allez aller sur Twitter ou sur le Discord de Hello. Je vais partager la vidéo sur le YouTube de Lucarne Opposé pour ceux qui veulent la revoir et qui veulent pas se refaire toute l'émission, même si c'est tagué dans la rediff de l'émission. Mais au moins, le Golasso Hello, lui, il va arriver dès ce soir. Vous allez avoir une semaine pour élire votre Golasso Hello. Ça sera un sondage sur X et ça sera un sondage sur le Discord. On fera la somme de tout cela et puis on verra ce que ça donne et on verra qui a gagné. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de frappas cette semaine, c'est quand même une thématique. Il n'y a que Toluca qui échappe à la règle de la frappasse lointaine. Mais voilà, vous aurez donc une semaine pour voir qui va succéder à Carlos Lopez. On arrive au bout de cette émission, donc le top 4 de la semaine dernière aurait gagné cette semaine. Ah, c'est possible, oui, c'est possible. J'avoue, c'est... Oui. Après, alors... J'ai failli remettre Dante Silly parce qu'il a remis le même coup franc. Donc le mec, il savait qu'il n'allait pas gagner le Golasso Hello parce qu'il savait qu'il avait vu. Il a remis le même coup franc. Un peu moins lucarne, mais le même. Même endroit et quasiment même position pour le ballon dans la lucarne. Donc j'aurais pu peut-être remettre Dante Silly, mais bon, bref. On arrive donc au bout de cette émission. Quelques rendez-vous, je le disais, on va essayer. Hein, on va voir vendredi soir si on peut se faire une belle session éliminatoire nord-américain. Parce que ça sera en direct sur YouTube et ça sera facile à suivre tous ensemble. Donc, on verra si on peut se faire ça. On a une mini-session MLS dans la nuit de samedi à dimanche. Je vais voir si je peux la faire dans ces cas-là. Et je sais qu'on a River qui joue dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est peut-être aussi l'occasion. En tout cas, pour les rendez-vous, je dirai ça assez vite. Là, pour le coup, je vais mettre un petit programme. Je mettrai ça sur le Discord et sur les réseaux sociaux de Lucarne Opposé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents réseaux. Je vais remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat ce soir en direct, comme tous les lundis à 22 h, quasi à l'heure ce soir. Donc voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à Nir qui sera au cinéma samedi. Merci donc d'être passé dans le chat. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission sur les replays, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sur YouTube juste pour emmerder YouTube qui ne veut pas nous monétiser parce que c'est une IA qui vous parle. Hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas. Je n'existe pas, je suis une IA. Merci en tout cas à tous d'être passés. Merci à tous ceux qui passent, qui écoutent, qui nous suivent, ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes, ceux qui ont pris des subs sur Twitch. Merci à vous tous pour le soutien. On se retrouve donc probablement vendredi soir, sauf imprévu, pour des éliminatoires nord-américains. Et sinon, lundi prochain, pour le prochain Lucarne américaine, vers 22 h. Bonne nuit et à vendredi ou à lundi prochain pour Lucarne américain. Salut tout le monde.